Le Conseil des ministres adopte un projet de loi abrogeant la charte des partis politiques, une décision majeure qui suit les recommandations de la concertation nationale et qui reconfigure profondément le paysage politique malien. Le boulevard de l'Indépendance a accueilli le traditionnel défilé du 1er mai organisé par l'UNTM. Dans une atmosphère à la fois festive et revendicative, les travailleurs maliens ont célébré la fête du travail, une occasion pour rappeler leur lutte, leur solidarité et leur attachement à la dignité malgré un contexte social toujours tendu. À l'approche des examens de fin d'année, les établissements scolaires entrent dans la phase des examens blancs. Ces épreuves permettent d'évaluer le niveau réel des candidats avant les sessions officielles. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au Mali, la transition politique franchit une nouvelle étape majeure. Réuni ce mercredi 30 avril, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi abrogeant dans toutes ses dispositions la charte des partis politiques datant de 2005. Ce texte fondamental définissait jusqu'ici le cadre moral et juridique des partis, leur fonctionnement, leur création et leur financement. Cette décision survient au lendemain de la concertation nationale des forces vives qui a recommandé la dissolution pure et simple des partis politiques et la reconduction du général Assimi Goïta à la tête de l'État pour 5 ans renouvelables. Pour décrypter les implications juridiques et politiques de cette abrogation, nous recevons sur ce plateau Mahamadou Konaté, docteur en droit public. Bonsoir à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour m'avoir invité. Et donc, que signifie concrètement l'abrogation de la charte des partis politiques et de la loi sur le statut de l'opposition dans l'architecture juridique et institutionnelle malienne? Alors, il faut d'abord dire qu'à l'instant, il n'y a pas de loi d'abrogation votée. Ce que le Conseil des ministres a fait, c'est un projet de loi qu'il a adopté. Donc, il va envoyer au Conseil national de transition, qui va l'examiner, discuter et voter. Maintenant, dès que cette loi sera votée, donc la charte des partis politiques va disparaître. Et une fois que cette charte a disparu, alors il n'y aura plus d'obstacle juridique à ce que les partis déjà existants soient dissous de manière l'une, si c'est ce que le gouvernement veut, soit en demandant au CNT de voter une loi portant dissolution des partis politiques, ce qu'il n'y a du jamais vu, ça n'a jamais été fait, mais bon, ça peut être une première. Nous avons fait cas d'école dans beaucoup de cas similaires depuis le début de cette transition, ou bien le gouvernement peut demander une loi d'habilitation du CNT pour le mois venu, prendre une ordonnance afin de dissoudre les partis politiques qui existent. Et entre-temps, est-ce que les partis politiques sont tenus de mener des activités politiques? Jusqu'à la dissolution des partis politiques, soit par une loi votée par le CNT, soit par ordonnance, ils vont continuer donc à fonctionner suivant la pratique, la coutume en la matière. Donc vous avez bien fait de poser cette question. L'abrogation de la charte des partis politiques n'induit pas systématiquement la disparition des partis politiques. Donc tous ceux qui ont reçu les récépissés avant cette abrogation, qui n'a d'effet que pour l'avenir, à moins que dans le texte le contraire est dit, parce que dans le droit cette possibilité aussi existe. Il y a des exceptions là aux effets non rétroactifs d'une loi. Si dans la loi d'abrogation il est dit clairement qu'elle emporte bien sûr l'existence de tous les partis qui ont déjà des récépissés, évidemment ce sera une dissolution de fait. Mais si cela n'est pas dit, donc les partis peuvent continuer à fonctionner selon la coutume, jusqu'à ce qu'il y ait soit une dissolution, je l'ai dit par une loi ou par une ordonnance, ou bien le vote d'une nouvelle charte des partis politiques qui va donc imposer de nouvelles conditions d'exercice de ces partis et auxquelles les anciens partis devront se conformer, très probablement dans un délai qui leur sera accordé, voire 3 mois ou 6 mois, enfin ce sera bien sûr aux autorités d'en décider. Alors, M. Konaté, certains observateurs estiment que cette orientation va à l'encontre du pluralisme politique. Quelle est votre lecture juridique là-dessus? Alors, pas en principe. Vous savez, la dissolution de partis, tant qu'elle n'est pas accompagnée par une interdiction
de formation de nouveaux partis. D'accord? On ne peut pas dire qu'elle va contre le pluralisme. On est juste face à une sorte de renouvellement du multipartisme. J'espère que les gens vont bien comprendre ça. La Constitution, c'est vrai, pose comme principe le multipartisme dans l'exercice du régime démocratique dans notre pays. Mais le multipartisme, il concerne l'existence de plus de 3 partis dans un pays. Donc il empêche qu'un État puisse décider de créer un parti unique, par exemple, ou de créer 2 partis, voilà, ou 3 partis pour le pays. Mais au-delà de 3 partis, il peut décider, bien sûr, de créer 4 ou 5. On se retrouve dans un multipartisme. Et donc, ce sera une réduction de nombre plutôt que des partis politiques. Alors, la différence avec le multipartisme intégral, c'est que dans ce dernier cas, il n'y a pas de limite, d'accord, imposée au nombre de partis qui peuvent exister dans un pays. Voilà. Donc, pour récapituler, par rapport au pluralisme, une éventuelle dissolution des partis politiques n'est pas systématiquement contradictoire. D'accord? Elle l'est si elle est accompagnée d'une interdiction de créer de nouveaux partis politiques. D'accord? Mais si, à la suite de la dissolution, on crée de nouvelles conditions de formation des partis politiques et qui donnent donc la liberté à ceux qui voudraient exercer le droit de l'exercer, il n'y aura pas de contradiction entre les deux. Et concernant le statut de l'opposition, quels sont les risques d'un régime sans opposition reconnue? Alors, tout ça, c'est hypothétique pour l'instant. Le gouvernement peut décider de proposer un nouveau projet de loi ou d'intégrer dans le projet de la nouvelle charte des partis politiques des dispositions relatives à l'opposition. Moi, je suis certain qu'ils vont le faire. Voilà, qu'il y a des dispositions qui vont introduire pour garantir, si vous voulez, l'indépendance de l'opposition et la protection des droits de l'opposition. Voilà, les manifestations libres, etc. etc. Et donc, il n'y a pas, à mon avis, une grande inquiétude à avoir à ce niveau-là. Ce que les partis, par contre, souhaitent, c'est que le statut de chef de file d'opposition demeure. Et est-ce qu'ils vont participer à la rédaction de cette nouvelle charte des partis politiques? Ça, je ne sais pas. Il faudra poser cette question aux chefs des partis politiques. Ce que je sais, c'est qu'ils sont déjà en désaccord avec ce qui se passe, la manière par laquelle le gouvernement s'y prend, et qu'ils ont déjà fait des recommandations au gouvernement par rapport à la révision de la charte des partis politiques. Et juridiquement, est-ce qu'ils ont des voies de recours? Par rapport à quoi? Par rapport à cette abrogation? Difficilement, parce que une fois que la loi d'abrogation est votée par le CNT, elle n'est pas systématiquement déférée, elle n'est pas systématiquement soumise au contrôle de constitutionnalité de la Cour constitutionnelle, hein, contrairement à ce que certains pensent. Non, pas du tout. Si le président le veut, il le soumet. S'il ne veut pas, il ne le fait pas. Si le CNT, dans les conditions prévues par la Constitution, veulent soumettre cette loi, ils le feront. S'ils ne veulent pas, ils ne le font pas. Ce n'est pas comme une loi organique. Une loi organique, c'est systématique. Dès qu'elle est votée, directement, elle est bien sûr soumise au contrôle de la Cour constitutionnelle. Mais ce n'est pas le cas d'une loi ordinaire, hein, comme une loi d'abrogation. Donc je ne vois pas comment les partis politiques pourraient saisir la Cour constitutionnelle. Ils n'ont pas qualité à les saisir. La Constitution ne prévoit pas la possibilité pour les partis politiques de saisir la Cour constitutionnelle, à moins que ceux qui ont des représentants au CNT, si ça atteint le quorum de 1/10 des membres du CNT, ils pourront demander à les représentants, évidemment, d'introduire une saisine de la Cour constitutionnelle. Alors, M. Konaté, pour conclure, qu'est-ce que le Malien doit comprendre en 2 phrases? Alors, premièrement, que le gouvernement souhaite renouveler sur la classe politique, mais sans l'implication des partis politiques. Ça, c'est vraiment très clair, hein, à mes yeux. Et deuxièmement, que ce manque d'inclusivité et d'écoute attentive auprès des partis politiques va forcément créer une tension politique dans le pays à un moment où on a besoin de rassemblement, où on a besoin d'unité. Et que les populations feraient mieux d'interpeller pacifiquement
leurs représentants, soit au niveau des autorités traditionnelles, que ce soit à n'importe quel niveau, pour appeler les uns et les autres à s'écouter et vraiment à collaborer. Pour terminer, je suggère aux autorités de ne pas aller à une dissolution des partis politiques. Et une troisième voie est possible, c'est de soumettre à la suite de cette abrogation la nouvelle charte, un projet de nouvelle charte des partis politiques, dans lesquelles de nouvelles conditions qui seront créées, qui seront élaborées pour la formation des partis politiques, qui donnera bien sûr un délai de 6 mois aux anciens partis pour pouvoir s'y conformer. Merci et je pense beaucoup. que cela peut mettre un frein à beaucoup d'incompréhension. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Ce journal se poursuit, direction le boulevard de l'Indépendance qui a vibré au rythme des chants, slogans et couleurs syndicales à l'occasion du traditionnel défilé du 1er mai organisé par l'UNTM. Dans une ambiance festive mais revendicative, les travailleurs maliens ont tenu à célébrer la fête internationale du travail, symbole de lutte, de solidarité et de dignité, malgré les tensions sociales persistantes. Ibrahim Babi nous fait revivre cette cérémonie. Un défilé pas comme les autres. Au cœur de ce rassemblement, les valeurs profondes du 1er mai. Sous le regard admiratif de la population et de l'administration, travailleurs du public comme du privé, hommes et femmes en uniforme d'entreprise ou de fonction publique ont affiché leur attachement à la justice sociale, à la protection des droits des salariés et à l'amélioration des conditions de vie. Une démonstration d'unité dans un contexte pourtant marqué par des grondements sociaux, des retards de salaire dans certaines structures et des défis économiques majeurs. Les employeurs créent les entreprises et c'est les entreprises qui donnent du travail aux travailleurs. Et donc nous sommes solidaires, nous sommes soudés pour dire au gouvernement que nous avons besoin d'une économie, je dirais, beaucoup plus libéralisée, où nous pouvons entreprendre, où il y a beaucoup moins de barrières. Dans son discours, le secrétaire général de l'UNTM a salué la ténacité des travailleurs maliens, tout en rappelant les autorités à plus d'écoute et d'actions concrètes. Il a notamment souligné l'importance du dialogue social, du respect des engagements signés et de la nécessité d'un code de travail plus adapté à la réalité malienne. Un climat social apaisé, c'est surtout sur cela que tous les acteurs se rejoignent, témoignant de ceci à notre micro. Nous envoyons un message au gouvernement du Mali pour que très rapidement, en concertation avec les partenaires sociaux, à savoir les employeurs, donc le CNPM, les chambres consulaires et les syndicats des travailleurs, qu'ensemble on se mette autour d'une table pour avoir vraiment un plan Marshall pour relancer l'économie du pays. Ce que nous souhaitons, c'est que le 1er mai soit gage de la paix sociale et qu'on travaille à l'apaisement du climat social, qu'on travaille à consacrer ou à rendre le pacte social de stabilité et de croissance effectif pour que réellement qu'il y ait un apaisement du climat social pour qu'on puisse se concentrer sur le développement de notre pays. Le défilé du 1er mai 2025, au-delà de sa portée symbolique, a été un rappel que malgré les incertitudes du monde professionnel et les difficultés économiques, les travailleurs maliens continuent de croire en un avenir meilleur, porté par le respect de leurs droits et la reconnaissance de leur rôle central dans la construction du pays. La Confédération syndicale des travailleurs du Mali, CSTM, elle aussi n'est pas restée en marge de la célébration du 1er mai. Après avoir sursi au défilé, elle a animé une conférence de presse à son siège, au cours de laquelle elle a alerté sur la restriction des libertés syndicales. Djeneba Samaki. Les syndicats naissent de la seule volonté des travailleurs de se mettre ensemble pour défendre leurs droits. Cependant, la célébration de la fête du travail du 1er mai 2025 intervient dans un contexte exceptionnel marqué par la violation des libertés syndicales et du droit du travail. Donc, nous avons placé ce 1er mai dans le contexte de la justice sociale et de la liberté syndicale. Parce que nous pensons qu'il y a trop de violations de la liberté syndicale et surtout ce que nous venons de constater de la part de notre camarade secrétaire général de l'USTM. En effet, l'USTM a été dissoute, une première dans un État qui prône pour sa souveraineté et son état de droit.
selon le secrétaire général de la CSTM. Et ces actes qui sont en train d'être posés menacent tout le mouvement syndical malien. Tout le mouvement syndical malien. J'estime humblement que non seulement nous sommes interpellés, mais que nous devons réfléchir, échanger et trouver les voies et moyens de droit pour sauvegarder et solidifier le mouvement syndical malien. L'occasion était bonne pour dresser un bilan malgré qu'il soit mitigé. Dans toute l'histoire de notre pays, c'est la première fois qu'un syndicat se voit rétracter son acte de conformité. Je parle ici de nos camarades des impôts dont l'acte de conformité a été rétracté. Je parle ici de l'Union syndicale des travailleurs du Mali USTM qui a été dissoute par les autorités du pays. Nos camarades des mines, victimes des violations du droit syndical et de la liberté syndicale. Et aussi, dont plusieurs milliers de travailleurs sont menacés de licenciement pour motifs économiques. Nos camarades de l'enseignement privé catholique, dont plus de 1000 travailleurs sont menacés de licenciement massif. Ce bilan dressé fait ressortir les menaces qui pèsent sur les travailleurs et leur liberté syndicale, facteur à compromettre la paix et la stabilité portés par les pactes de stabilité sociale et de croissance auxquels la CSTM a souscrit. Face à ces facteurs, la CSTM lance l'alerte sur la restriction des libertés syndicales. Toujours dans la mouvance du 1er mai, BED 223 a organisé une journée porte ouverte, occasion pour la société d'animer une conférence de presse. Assetoumani Koulibaly. Vêtus en t-shirt rose, les travailleurs de BED 223, créés depuis juillet 2020, BED 223 fait partie des plus grands sites de paris sportifs en Afrique. À travers ces Jeux Africa Billion ou encore les Jeux sportifs, plusieurs jeunes Maliens se sont vus auréolés de leurs gains. Ce jeudi 1er mai, il était surtout question de revenir sur les produits ainsi que de l'entreprise en général. Donc il y a 3 familles de jeux, les paris sportifs, les jeux virtuels et la loterie. La loterie que nous avons été contraints d'arrêter il y a quelques mois pour des raisons que je ne peux pas évoquer ici. Et nos produits sont disponibles à la fois sur un réseau physique avec dans nos agences, dans nos kiosques ou dans des points de vente ambulants, et puis sur Internet. Je ne peux pas parler de BED 223 sans rappeler nos valeurs, parce que c'est quelque chose qui m'affectionne particulièrement. Professionnalisme, responsabilité et transparence. Des messages à l'occasion du 1er mai ont été formulés, mais pas que. L'occasion a permis à l'entreprise de mieux détailler certains principes des jeux de BED 223, dont l'interdiction des produits aux mineurs. Il y a des jeunes Maliens qui se permettent de s'inscrire sur le site. Ils jouent, mais ils n'ont même pas 18 ans. On a donné des consignes à tous les agents BED 223. Dans ce cas-là, chaque fois que vous êtes en contact avec une personne, dès que vous vous apercevez que la personne n'a pas 18 ans, vous avez l'ordre de fermer le compte de la personne. BED 223 s'investit également dans la réduction du chômage à travers l'accompagnement des projets de jeunes Maliens ainsi que des recrutements de jeunes revendeurs. Aujourd'hui, c'est 100 personnes qui travaillent chez BED 223 et 100 commissionnaires. Les commissionnaires, c'est les revendeurs. Donc, il y a à peu près 200 familles qui sont attachées à BED 223. Ça, c'est les gens qui travaillent directement avec BED 223. Après, les emplois indirects, je n'en parle même pas. Je dirais qu'aujourd'hui, en 4 ans et demi, on a attaché 200 familles à BED 223. Et ça continue. Voilà. Donc, une fois encore, je tiens à le dire parce que c'est vraiment important, on pourrait être 300 ou 500, mais ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de créer des emplois qui sont durables. À l'issue de la conférence, le public a aussi eu droit à une visite guidée de l'agence de jeux de l'entreprise. Éducation à présent, à moins d'un mois du début des examens de fin d'année, de nombreux établissements tiennent les examens blancs. Objectif à évaluer le niveau des candidats tout en les préparant mentalement aux épreuves officielles. Soumaïla Fani.
À la différence des examens réels, les examens blancs sont des tests de préparation avant les épreuves officielles. À moins d'un mois du démarrage des examens de fin d'année 2024-2025, des établissements soumettent leurs candidats du DF ou du bac à cet entraînement pour évaluer leur niveau et les préparer au mieux. C'est un test que nous organisons qui a pour but de faire une évaluation sommative, en même temps une évaluation formative. Donc l'objectif surtout c'est de connaître nos lacunes, nos faiblesses et essayer maintenant de les corriger avant l'examen réel. Et en même temps aussi montrer aux enfants que l'examen c'est pas un mystère parce qu'ils entendent beaucoup de préjugés sur les examens. L'examen est comme ça, le jour des examens c'est comme ça. Donc quand nous organisons maintenant un tel test, donc ils seront vraiment imprégnés de certaines réalités. Donc avant l'examen réel, ils seront rassurés, ils seront requinqués maintenant pour attendre l'examen. Donc il n'y aura pas de stress. L'objectif surtout c'est de démystifier l'examen et en même temps aussi au niveau de l'administration connaître ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et essayer si possible rapidement d'apporter certaines corrections avant le jour J. Ici au Collège Moderne Union en collaboration avec le Collège Cheikh Modibou Diarra, les épreuves du DEF blanc prévues pour 3 jours ont démarré ce jeudi 1er mai. Bon, c'est une grande opportunité de nous évaluer. En plus, c'est bien. On s'évalue avant le DEF blanc et c'est aussi un examen, un pré-examen avant le DEF même. Je me sens comme si je fais le DEF, mais ce DEF blanc, ça nous permet de nous préparer bien. Ça nous permet de savoir ce qu'on va affronter dans la salle. Bon. Pendant le déroulement de ces examens blancs, les candidats sont soumis aux mêmes règles qui sont établies lors des examens réels et les jurys opèrent de la même manière. Ça se déroule dans toutes les conditions maintenant de l'examen. Comme vous-même vous l'avez remarqué, les surveillants sont là, il y a 2 surveillants par salle, donc les feuilles d'examen maintenant sont là et en même temps les sujets ont été mûrement maintenant choisis par un comité pédagogique pour pouvoir vraiment permettre aux enfants de donner le maximum d'eux-mêmes et enfin qu'on ait un bon résultat maintenant après les examens. Je crois que les sujets sont abordables avec le temps. C'est porté sur des trucs d'actualité en fait. La paix, les puits d'eau et les réseaux sociaux. Selon ces administrateurs scolaires, ce DF blanc où les notes ne sont certes pas prises en compte a toujours des répercussions positives sur les résultats des examens de fin d'année. Actualité hors de nos frontières, le Gabon a amorcé une nouvelle phase de son histoire politique sous la conduite du général Brice Oligui Nguema. À l'issue de la transition, ce dernier a été élu président en avril dernier avec 94,85% des suffrages exprimés. Occasion pour le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine d'indiquer avoir jugé cette transition politique gabonaise comme étant globalement réussie. En conséquence, l'organisation panafricaine a officiellement annoncé ce mercredi 30 avril la levée avec effet immédiat des sanctions prises à l'encontre du pays, suspendues de ses instances depuis le coup d'État survenu en août 2023. Voilà donc qui referme ce 1945. Merci de votre constante fidélité. Bonsoir à tous et à demain.